Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vais donc je vais commencer pour ceux d'entre vous qui n'étaient pas présents la semaine dernière, donc ce cours que nous avons raté parce que je n'avais pas la bonne salle. Je vais simplement rappeler que tous les cours, les PowerPoint et l'enregistrement audio peut être trouvé sur mon site à cette adresse là, philippemoneret.jimdo.com. Quand vous entrez, quand vous êtes sur la page d'accueil, vous avez une rubrique ici cours et séminaires. À l'intérieur de cours et séminaires, vous trouvez donc la liste de tous mes cours. Pour ce qui nous concerne, c'est ici, Master SDL, Introduction linguistique cognitive. Alors vous voyez, j'ai modifié ça ce matin, hein, mais j'avais cette information-là, moi, salle de grec 2, bon, c'est pour cette raison que je vous ai attendu là-bas la semaine dernière et qu'on a raté le cours. Et une fois que vous entrez sur ce lien accéder au cours, vous obtenez une liste comme ça des différentes séances avec les dates, le PowerPoint, l'enregistrement, etc. Pour la séance de la semaine dernière, alors je ne sais pas si vous avez eu le temps d'aller regarder, mais j'ai fait un montage avec des enregistrements des années antérieures et j'ai mis un cours en ligne en fait pour remplacer celui que nous n'avons pas fait. Donc il faudra que vous alliez écouter ce cours. Alors, je vais dire un mot plus complet que la dernière fois des attentes en ce qui concerne l'évaluation du cours, les travaux personnels. J'espère que, compte tenu de l'état catastrophique du projecteur, là, on pourra quand même voir correctement certaines images, parce que moi, dans mon diaporama, c'est blanc le fond, hein, c'est pas rose du tout, violet comme ça. Donc, je suppose que la lampe du projecteur est fichue. Bon, alors, donc, vous devez donc rendre un travail personnel à la fin de l'année, mais avec une première étape en fin de semestre. Bon. L'objectif, c'est que vous soyez en mesure de rendre compte d'un type de recherche, d'une recherche particulière, dans le champ des linguistiques cognitives. Je précise, je vois que certains d'entre vous font des photos, mais vous avez tous les diaporamas en ligne, hein, donc vous n'êtes pas obligé de tout prendre en note, vous n'êtes pas obligé de prendre en photo, vous récupérez en PDF l'intégralité de ce que je projette là. En général, je mets en ligne au maximum 48 heures après le cours, hein, mais souvent je fais ça le mercredi et le mercredi soir ou plus tard, tout est en ligne. Bien. Alors donc, je reprends. L'objectif est donc de rendre compte de recherche dans le champ de la linguistique cognitive. Alors, pour ça, vous devez rechercher vous-même. C'est-à-dire que le fait que vous exploriez la bibliographie disponible en utilisant Internet, en utilisant Google Scholar, Web of Science, en utilisant par exemple le site de l'Association internationale de linguistique cognitive, ou le site de l'Association française de linguistique cognitive. Le fait que vous-même vous exploriez pour trouver une idée fait partie du travail. C'est-à-dire que, évidemment, si moi je vous dis vous allez faire un travail sur tel sujet, vous allez tout de suite aller chercher la bibliographie sur ce sujet, mais vous ne vous serez pas promené dans ce monde de la linguistique cognitive. Donc, c'est la raison pour laquelle je ne vous donne aucun sujet précis. Simplement, il faut que ça relève de la linguistique cognitive, et c'est à vous d'explorer un peu ce qui existe comme articles, comme livres, etc., pour trouver une idée qui vous intéresse, qui soit éventuellement en lien avec votre mémoire de master. Et dans quelques semaines, il faudra que vous me fassiez des propositions. On consacrera probablement d'ailleurs une séance à faire un point sur toutes vos propositions. Bien que vous soyez un peu nombreux, bon, vous aurez très peu de temps de parole chacun, mais il faudra quand même qu'on en parle collectivement à un moment donné.
sans trop tarder d'ailleurs, hein, mais bon, il faut quand même que j'avance un tout petit peu le cours pour que vous ayez tout de même une idée de ce dont il s'agit. Alors, vous proposez un sujet qui concrètement pourra être une synthèse d'un livre, une synthèse de plusieurs articles publiés sur un thème précis, ou alors pour les étudiantes et les étudiants étrangers ou étrangères, une traduction. Alors, le sujet, vous me le proposez une fois qu'on s'est mis d'accord, vous m'envoyez un mail pour me le soumettre, et je vous dis d'accord, ou alors je vous demande de modifier. Bon. Pour ce qui concerne l'évaluation, je dois vous donner une note par semestre. Donc, à la fin du premier semestre, je vous donne une note sur l'état. Donc, il faut rendre pour le premier semestre le 6 janvier ou plus tard. Hein. Donc, vous avez quand même un peu de temps, mais le 6 janvier, vous devez me rendre quelque chose qui traduit l'avancement de votre réflexion sur le thème que vous avez choisi. Alors là, c'est très variable selon les thèmes. Je ne peux pas exiger quelque chose de précis, parce que ça dépendra si effectivement c'est une synthèse de livres, d'articles, etc. Donc, c'est une présentation de votre travail, les enjeux, pourquoi c'est intéressant, etc., etc. C'est très variable. Hein. Mais il faut absolument montrer que vous avez avancé sur le problème à la fin du premier semestre. Ça peut être des références bibliographiques, une présentation du sujet, etc. Et puis, le travail final, vous le rendez à la fin du deuxième semestre. La date limite, c'est le 25 mai. Il faut une quinzaine de pages, et puis la seule consigne formelle que je vous donne, c'est que le texte respecte les normes de l'écrit académique français. Donc vous prenez un article d'une revue française quelconque, par exemple sur le français moderne, le langage, langue française. Vous regardez comment sont faits les renvois bibliographiques, les insertions de citations, la bibliographie, etc. Et vous prenez ça comme modèle, hein, n'importe quel article récent publié dans une revue française. Ça vous donne un modèle de ce que j'appelle là l'écrit académique français. Il y a une façon d'écrire, hein, il y a un style aussi, je veux dire, c'est pas un dossier hein, avec des photos, des choses comme ça. C'est vraiment un écrit académique où on raisonne, on réfléchit, ou plutôt on présente un raisonnement, et il doit y avoir des citations, des notes en bas de page, etc. Hein, ça fait partie de l'exercice de vous entraîner à écrire comme un universitaire. Bien, un dernier détail très matériel pour à la fin de l'année, quand vous m'envoyez les fichiers. Parce que les années précédentes, j'ai toujours des problèmes, parce que évidemment j'ai plusieurs cours où où je demande un travail personnel. Bon, donc il faut impérativement que dans le fichier que vous m'envoyez, il y ait votre nom et le cours. Dans le nom du fichier. Voilà, je le reçois, je l'archive avec votre nom et le titre du cours. Et puis, sur la page titre, la première page de votre travail personnel, il y a un certain nombre d'indications obligatoires, votre nom, votre prénom, l'année de master, l'intitulé du cours, le titre de votre travail. Hein. Éventuellement la référence bibliographique. Enfin, évidemment, au tout début, vous donnez les références. Si vous faites une synthèse de plusieurs articles, vous donnez la référence bibliographique des articles que vous abordez, etc. Donc il y a quand même un petit effort à faire en termes de présentation qui fait partie, si vous voulez, des critères d'évaluation de ce travail, puisque je suis obligé de vous noter, donc je donne des notes qui sont plutôt bonnes dans l'ensemble, mais qui sont quand même très variables selon la qualité des travaux. Alors, je peux vous donner, je ne l'ai pas indiqué ici, mais je peux vous donner une idée de ces critères d'évaluation. Donc, il y a l'aspect formel. Hein. Est-ce que vous avez respecté les exigences formelles du travail ? Bon. Il y a aussi
la qualité de l'écriture. Hein. Alors, je le dis pour les étudiantes et les étudiants étrangers, faites-vous relire, trouvez un moyen de rendre quelque chose qui soit écrit en français compréhensible. Hein, parce qu'il peut arriver... j'ai reçu parfois des textes vraiment presque incompréhensibles. Hein. Donc je sais que c'est difficile, bien sûr, c'est beaucoup plus difficile pour les étudiants étrangers que pour les étudiants francophones natifs, mais je ne peux pas noter correctement un travail qui n'est pas écrit en français. La quantité de travail est aussi la quantité de travail que je devine, si vous voulez, compte tenu de votre sujet, compte aussi, c'est peut-être le point majeur, pour l'évaluation. C'est-à-dire que si vous me rendez un compte-rendu d'un article ou de 2 articles qui font chacun 5-6 pages, évidemment, ce ne sera pas du tout la même quantité de travail que quelqu'un qui va me faire un compte-rendu d'un livre de 250 pages, par exemple. Bon, donc ça, c'est très facile à voir pour moi qu'un travail que vous rendez à exiger un temps de travail, une quantité de travail plus ou moins grande ou petite. Donc ça, j'en tiens compte, bien sûr, hein, et je valorise les étudiants qui ont choisi de prendre du temps pour ce travail. Donc, puis un dernier aspect, c'est peut-être l'originalité du sujet. Parce que ça fait partie donc de la première phase de la recherche, etc. Il y a des sujets bateaux dans ce domaine, des sujets tout à fait banals, et puis des sujets plus originaux. Bon, donc à vous de trouver... disons que peut-être là, c'est un peu difficile pour vous d'avoir une idée de ce qui est banal et de ce qui est original, mais en gros, ce qui est banal, on le trouve immédiatement. Je veux dire, si en linguistique cognitive, vous allez tomber très vite sur ce qu'on appelle les métaphores conceptuelles, dont on parlera en cours d'une manière très détaillée et approfondie. Bon, voilà, un sujet sur les métaphores conceptuelles, il faut vraiment trouver des exemples et des cas particuliers très spéciaux pour que ce soit original, parce que c'est le sujet le plus banal de la linguistique cognitive. Bon, voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cet aspect très matériel de l'évaluation? Oui? Par rapport à la traduction, oui. Il faut choisir comment pour la traduction. Il faut choisir un sujet d'un livre ou... Alors, pour la traduction, comme c'est une traduction littérale, là, tout dépend de la longueur du texte. Hein. Je veux dire que je ne peux pas exiger de vous que vous traduisiez un livre complet, c'est évident. Hein. À la limite, ce que vous pouvez faire, s'il s'agit d'un livre qui n'est pas en langue française, vous pouvez faire la synthèse. D'accord ? Mais vous pouvez très bien aussi choisir de traduire complètement un article complet, que moi je ne peux pas lire. Je sais pas, vous pensez à quelle langue, vous ? D'accord, en farsi, c'est clair que je ne peux pas lire des articles de linguistique cognitive écrits en farsi. Donc, si vous trouvez un article qui relève de la linguistique cognitive qui est écrit dans cette langue, alors, tous les ans, bien sûr, j'ai des traductions du chinois, puisque il y a quand même une production scientifique en Chine qui n'est pas toujours traduite en anglais. Bon, bien que la plupart des chercheurs publient directement en anglais, mais il existe quand même toutes sortes de textes auxquels moi je n'ai pas accès. Donc grâce à la traduction, ça me permet de lire des textes auxquels je ne peux pas accéder. Donc c'est très intéressant pour moi. Mais là, une traduction complète, soigneuse, etc., c'est un article de 15-20 pages. On ne peut pas tellement aller au-delà, parce que c'est très long de faire une traduction correcte. Alors, souvent, je demande aussi, en fonction du sujet, un petit commentaire autour du texte, autour de la traduction, qui explique, qui résume d'abord le texte, mais bon, ça apparaît dans la traduction de l'abstract, enfin du résumé qui est dans le texte déjà, mais on peut parler aussi de l'auteur, dire quelques mots sur l'auteur éventuellement, et le contexte général de l'étude. Oui ? Est-ce qu'une traduction d'un article, par exemple, dans linguistique cognitive ou de l'anglais est possible ? Non,
parce que ça, pour moi, c'est pas du tout intéressant dans la mesure où je peux très bien le lire moi-même. Là, hein. Donc c'est intéressant pour les langues, des langues en dehors de... Oui, l'arabe, là, je ne peux pas le lire, donc oui. L'arabe, le farsi, le chinois, le coréen, le japonais, voilà, toutes sortes de langues que je ne maîtrise pas du tout, qui sont difficiles d'accès. Bon, les langues européennes du type l'espagnol, l'italien, etc., bon, ça c'est un petit peu moins intéressant quand même. Voilà. D'autres questions? Bon, de toute façon, on en reparlera. Si je pense qu'en termes de calendrier, là, donc on est début octobre, il faut attendre peut-être, bon, vous pouvez explorer un petit peu, mais il faut peut-être attendre la fin du mois d'octobre pour, disons, vous pouvez commencer à chercher véritablement pendant les vacances de la Toussaint, une fois que vous aurez une idée un petit peu plus concrète de l'horizon général de ces linguistiques cognitives. Et puis, début novembre, là, il faut quand même avoir... donc c'est après les vacances de la Toussaint, où je ferai une séance où vous me direz chacun quel est votre projet. Hein. Donc soit la première semaine, soit la deuxième semaine après les vacances de la Toussaint. Et comme ça, je vous dirai ça va, ça va pas. Si certains d'entre vous me disent j'ai pas encore trouvé, tant pis, ce sera pour la semaine d'après. Mais il faudra essayer de trouver quelque chose dans les 15 jours maximum après les vacances de la Toussaint. Parce qu'après, il restera trop peu de temps pour faire au moins le début du travail. Hein. Alors, je vais d'abord reprendre, mais très rapidement, ce que j'aurais exposé si j'avais pu faire court la semaine dernière et que vous trouverez dans l'enregistrement qui est en ligne. Donc, ce à quoi on va s'intéresser, ce sont les linguistiques cognitives nées dans les années 80 qui ont été développées par des auteurs comme, j'en donne ici quelques exemples parmi les plus célèbres, Langacker, Talmy, Laïkov, Fauconnier, bon, il y a Turner, etc., et bien d'autres qu'on verra au fur et à mesure du cours. C'est donc une orientation particulière en linguistique cognitive, mais qui en fait correspond à ce qu'aujourd'hui on nomme linguistique cognitive. Cela dit, il faut situer ce courant des linguistiques cognitives par rapport au développement des sciences cognitives. Et là, sur ce point, je ne vais pas le répéter, l'aspect historique, hein, mais l'année 1956 est cruciale. Il y a eu un premier symposium, donc un premier colloque sur la théorie de l'information avec notamment Chomsky, Miller, Newell, Simon. Et puis la même année, mais en été, un atelier d'été, une école d'été, si vous voulez, sur le même sujet. Et encore une fois, hein, j'ai exposé tout l'historique dans le cours qui est en ligne de la semaine dernière. Ces premiers fondements, donc, de ce qu'on appelle une science naturelle de l'esprit, correspondent à une convergence qui s'est faite à un moment donné sur le plan scientifique entre différentes disciplines. Donc la psychologie et plus spécifiquement la psycholinguistique, la cybernétique, les sciences de l'information. Et on a au fond ce qu'on a fait dans cette première période, cette première génération des sciences cognitives, c'est qu'on a construit l'esprit humain, comme un objet de science. Alors que, auparavant, l'esprit humain, l'étude, l'analyse de l'esprit humain relevait, disons grosso modo, plutôt de la philosophie. Là, ce qui est nouveau à ce moment-là, c'est qu'on se dit, mais on peut étudier scientifiquement l'esprit humain. Alors, évidemment, il y a une forme de modélisation. L'esprit humain, on l'étudie, non pas dans sa globalité, mais en le considérant comme un système cognitif. Bon, il restera à préciser ce que cela signifie.
Alors le développement de ces linguistiques des sciences cognitives est, au moins pour certains auteurs, dont Chomsky, une réponse au behaviorisme. Le behaviorisme, ce sont des modèles dans lesquels on s'intéresse uniquement, on considère que seuls sont observables les stimuli et les réponses. Donc, on construit des protocoles expérimentaux et on considère que le système cognitif humain, c'est une boîte noire qu'on ne peut pas étudier. La seule chose qu'on peut étudier, c'est le rapport entre les stimuli et les réponses. Alors que dans les modèles cognitifs, eh bien, on considère qu'on va pouvoir étudier cette boîte noire, ce qu'il y a dans la boîte noire, comme des processus qui nous font passer de certains inputs vers certains outputs. Alors, je vais reprendre là un certain nombre de points qui sont importants, que j'ai déjà exposés dans le cours de la semaine dernière, mais que je reprends parce qu'ils sont essentiels. Alors, le système cognitif est vu comme un système de traitement de l'information. C'est-à-dire que le concept d'information est essentiel. Vu comme un système de traitement de l'information. Et comment est véhiculée l'information? C'est là un peu le problème. Eh bien, ce qui véhicule l'information dans cette perspective, ce sont des représentations ou des symboles. L'information, elle est contenue dans, on va retenir plutôt le concept de représentation, l'information est contenue dans des représentations. Alors, on verra plus tard ce que ça signifie, mais cela donne une première caractéristique de cette orientation des sciences cognitives, c'est le représentationnalisme. Alors, juste un tout petit mot pour dire qu'aujourd'hui, dans les sciences cognitives, il y a beaucoup de personnes qui sont anti-représentationnalistes. Mais on verra cela plus tard. Deuxième caractéristique, bon, il y a des symboles, des représentations, et si on peut faire une étude scientifique de ces systèmes cognitifs, c'est parce qu'on peut opérer des calculs sur ces symboles et ces représentations. C'est ce qu'on appelle, cette seconde caractéristique, c'est le computationnalisme. Ensuite, il y a deux caractéristiques qui peuvent sembler un petit peu contradictoires l'une avec l'autre, mais qui ne le sont pas. Le fonctionnalisme et le naturalisme. Alors, le fonctionnalisme, c'est l'idée que le système cognitif humain, les systèmes cognitifs humains, peuvent être étudiés indépendamment du substrat cortico-cérébral, du cerveau, du fonctionnement du cerveau, de la neurologie du cerveau. On étudie l'architecture cognitive, c'est-à-dire qu'on regarde quelles sont les entrées dans le système, on imagine des processus qui modifient les entrées pour aboutir aux sorties. Mais ce qu'on construit comme processus pour passer des entrées aux sorties, des inputs aux outputs, eh bien, ce sont des processus qu'on conçoit d'une manière totalement indépendante de leur réalité neurologique. Pour vous donner un exemple concret que j'aurai peut-être l'occasion de développer plus tard, on a à un moment donné compris la distinction entre deux formes de dyslexie, la dyslexie profonde et la dyslexie de surface. Bon. En fait, ce sont deux mécanismes de traitement du signal orthographique qui, en fait, la distinction entre les deux repose sur le fait de savoir si vous accédez au sens des mots par un lien direct entre la forme orthographique et le sens. Donc vous reconnaissez
un mot orthographié dans sa globalité, et ce mot dans sa globalité, vous l'interprétez, vous avez un sens qui lui est associé. Ça, c'est une première façon d'accéder au sens à partir des graphèmes dans le cas de la lecture. Et puis il y a une autre façon d'accéder au sens qui est de faire une décomposition phonologique, de décomposer le mot que vous lisez en syllabes et puis d'assembler ces syllabes pour faire un mot qui ensuite va être associé à une signification. D'accord ? Ce sont deux voies différentes. On peut observer la dissociation entre ces deux voies de la lecture par des observations qui sont grosso modo les suivantes. Pour lire des mots comme femme, monsieur, vous ne pouvez pas utiliser la procédure phonologique parce que ces mots ont une prononciation tout à fait irrégulière. Si vous utilisez une procédure phonologique, vous allez lire femme, monsieur, d'accord ? Donc, si vous êtes capable de lire femme et monsieur, c'est parce qu'à un moment donné, dans votre apprentissage, vous avez appris à lire ces mots globalement, c'est-à-dire à associer la forme orthographique femme au son femme et au sens femme. La suite orthographique monsieur au son monsieur et au sens monsieur, d'accord ? Donc ça, il y a un certain nombre il y a une première catégorie de dyslexiques qui ne sont pas capables de lire ces mots-là, parce qu'ils ne disposent que de la voix phonologique. D'accord ? Donc ils lisent tout en décomposant en syllabes. Donc ils vont lire monsieur, monsieur, ils vont lire femme, femme. D'accord ? Et puis inversement, il y a d'autres types de dyslexiques qui ne lisent que par décomposition. Que par... c'est l'inverse, donc pas par décomposition, mais que d'une manière globale. Donc, qui, lorsqu'il voit un mot, l'associe immédiatement à un sens sans le décomposer. Et donc le lisent par l'accès au sens. Eh bien, dans ces cas-là, pour ce type de dyslexique, lorsqu'on leur présente des mots qui n'existent pas, des non-mots, bien, ils ne peuvent pas les lire. Parce qu'ils ne les décomposent pas, et comme ils n'ont pas de sens, ils ne les lisent pas. Bon, un exemple un peu très très résumé, un peu déformé, mais ça vous donne une idée de ces deux voies de la lecture. Donc, vous voyez qu'on a décomposé dans le système cognitif, dans la boîte noire, dont on parlait tout à l'heure, deux voies de la lecture. Une voie qui passe par une décomposition phonologique, et puis une voie qui passe par une association directe entre forme et sens. D'accord ? Bon, mais c'est ça l'architecture cognitive. Je n'ai pas besoin de savoir comment est le cerveau pour un des cas ou pour l'autre. C'est une approche fonctionnaliste. C'est-à-dire, j'ai une explication qui repose sur une analyse de l'architecture cognitive du système considéré, enfin de l'architecture du système cognitif considéré, et je fais l'hypothèse de processus, et ces processus, je les confirme par des phénomènes, des observations de double dissociation. Mais là, je suis dans une perspective fonctionnaliste. Je ne me suis pas du tout intéressé pour ce problème, à savoir quelle était la zone du cerveau touchée pour tel type de dyslexie, etc. D'accord ? Bon. Donc ça, c'est un point très important, le fonctionnalisme. Et puis le dernier point qui semble contradictoire, c'est le naturalisme. Mais c'est plutôt, on le verra, parce que le naturalisme, c'est une orientation globale du point de vue épistémologique. L'idée, c'est tout de même que ces mécanismes qui permettent de comprendre la pensée humaine ont une origine biologique naturelle dans le corps humain. Que ce ne sont pas des processus mystérieux qui viennent d'on ne sait où. Donc il y a bien, malgré la méthodologie fonctionnaliste, il y a bien cette idée qu'il y a un horizon naturaliste. C'est-à-dire qu'on parle bien d'une science naturelle de l'esprit.
Alors, on peut examiner chacun de ces points, puisque ça c'est vraiment la première chose essentielle à comprendre, chacun de ces points plus en détail en lisant cet article de Pierre Steiner. Bon, alors ça, je vous ai mis le lien, je vous conseille vivement de le lire intégralement. Moi, je vais vous en donner un résumé extrêmement succinct à partir des 4 concepts que j'ai isolés. Alors, première idée, on vient d'en parler, l'intuition naturaliste. Alors, on peut lire et commenter un peu ce passage de Steiner. L'intuition naturaliste, plus largement à la base de l'idée de science cognitive, est difficile à circonscrire. Bornons-nous ici à remarquer que le naturalisme est avant tout une position méthodologique ou encore épistémologique. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment une orientation épistémologique, une position épistémologique, pour laquelle l'appareil explicatif des sciences naturelles, physique, biologie et dans une moindre mesure chimie, doit constituer en dernière instance le cadre conceptuel auquel toute théorie, en sciences naturelles évidemment, mais aussi et surtout en sciences humaines et sociales, doit se réduire, ou en tout cas, pour le naturalisme modéré, se conformer. Bref, toute théorie et tout vocabulaire, peu importe la discipline, devrait finalement pouvoir être expliqué ou traduit avec l'appareil des sciences naturelles, ou en tout cas ne pas être en désaccord avec lui. La pensée, par exemple, doit donc être mise en cause. Elle doit s'inclure dans un monde composé uniquement de relations causales et de lois naturelles. Le pendant ontologique du naturalisme est donc bien souvent le matérialisme, souvent assimilé au physicalisme. La seule chose qui existe ultimement, c'est la matière et l'énergie. Tous les phénomènes qui peuvent exister, propriétés, états, événements, processus, relations, doivent ultimement se ramener à des phénomènes explicables par la physique contemporaine. Bon. Alors, c'est une citation extrêmement intéressante et riche. Vous voyez, l'idée, là, c'est quand même de prendre au sérieux, bon, bien que la chose soit très compliquée, et c'est pour cette raison que je vous renvoie, pour ceux que le sujet intéresse, à ce livre récent qui date d'il y a 2 ou 3 ans, je ne sais plus, La silhouette de l'humain, de Daniel Engler, qui est un philosophe spécialiste de philosophie des sciences, et c'est un très gros livre sur quelle est la place du naturalisme dans le monde d'aujourd'hui. Donc, cette question du naturalisme, c'est vraiment une question très problématique aujourd'hui, non seulement dans le champ scientifique, mais aussi plus largement ailleurs. Alors, pour bien comprendre, les sciences cognitives, comme je vous le disais, ont pour objectif d'être une science naturelle de l'esprit. Une science naturelle de l'esprit. Donc, ça ne veut pas forcément dire que tout ce qui relève de l'esprit humain va être pris en charge, mais on va prendre en charge ce qu'il est possible de prendre en charge du point de vue scientifique. D'accord ? Bon, ça c'est une première restriction, si l'on veut. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie prendre en charge l'esprit humain d'une manière scientifique ? La pensée humaine. Quand on dit l'esprit humain, on a l'air d'oublier que c'est la pensée, notre façon de penser et de parler, pour ce qui ensuite va nous intéresser en linguistique cognitive. Alors évidemment, quand on dit cela, il y a globalement, dans la plupart des sociétés occidentales, une réaction de répulsion avec cette idée que non, il n'y a pas de science de l'esprit humain. On ne peut pas. L'esprit humain, c'est quelque chose, c'est l'humain, donc c'est pas réductible à la science. On a bien vu cela récemment dans le champ de l'éducation en France, où à un moment donné, le ministre de l'Éducation nationale avait dit que on utiliserait les apports des sciences cognitives dans l'enseignement. Bon, immédiatement, beaucoup d'enseignants se sont révoltés en disant il n'en est pas question, l'enseignement c'est une affaire de relation entre des êtres humains, on ne peut pas l'appréhender d'une manière scientifique, etc. etc. Bon. Donc c'est un sujet un peu sensible, disons, le fait de savoir jusqu'où on peut réduire à un objet scientifique la pensée humaine, l'esprit humain.
Alors, quand on dit réduire à un objet scientifique, on présuppose, avec le verbe réduire, une idée de réductionnisme. Mais en effet, il y a bien une forme de réductionnisme dans les sciences cognitives, et au fond, c'est le sens de cette, d'une partie de cette citation, même si il y a cette perspective fonctionnaliste sur laquelle on reviendra, l'idée est tout de même que, puisqu'il s'agit de phénomènes naturels, ces phénomènes cognitifs, même si je les explique au début sous forme de simples processus dans une architecture cognitive que je ne rapporte pas immédiatement, parce que je n'en suis pas capable, à des phénomènes cérébraux, bien, il y a bien un moment donné où on suppose qu'on aura une connaissance du système cortico-cérébral humain suffisamment grande, fine, pour pouvoir comprendre les processus biologiques à l'œuvre derrière des processus mentaux. D'accord ? Donc, même s'il y a cette idée fonctionnaliste qui présuppose qu'on n'a pas besoin, on n'étudie pas nécessairement le substrat cortico-cérébral, il y a cet horizon que ce qu'on explique en termes fonctionnalistes doit pouvoir à un moment donné, peut-être dans l'histoire de la science, peut-être dans le futur, s'expliquer par des raisons, disons par des arguments biologiques qui relèvent globalement de la biologie du corps humain et plus spécifiquement de la biologie du cerveau. Mais alors, la biologie du cerveau elle-même repose sur des mécanismes physico-chimiques. Et donc, ultimement, c'est pour ça que dans certains cas on parle de physicalisme, ultimement, la pensée est réduite à des phénomènes physiques, purement physiques. Bon. Alors, c'est un horizon, d'accord ? Les spécialistes de sciences cognitives ne sont pas des physiciens, évidemment. Mais il y a tout de même cette idée que si on veut faire de la science au sujet de l'esprit humain, on prend le terme de science au sérieux. On fait vraiment de la science. Et on pense que ce qu'on découvre pourra, par principe, être confirmé par des sciences dures, disons. Ou alors, et c'est l'idée de naturalisme modéré, c'est que ce qu'on découvre au moins soit compatible avec ce qu'on sait du fonctionnement de l'esprit humain. Alors, ça ne signifie pas, par exemple, que je vais, grâce aux sciences cognitives, savoir ce qui se passe précisément dans mon cerveau quand je comprends une métaphore dans un poème de Mallarmé. Parce que là, il y a des phénomènes herméneutiques, etc. C'est compliqué. Mais en revanche, le processus global de la métaphore, le processus cognitif qui est à l'œuvre dans la métaphore, et donc que m'oblige à faire la lecture d'un texte lorsqu'il contient une métaphore, ça, je peux l'étudier d'une manière rigoureuse, scientifique, etc. D'accord ? Bon. Alors, évidemment, en linguistique, cette question du naturalisme, elle est là aussi posée par principe. Vous le verrez avec les linguistiques cognitifs chez des gens comme Lakoff, etc., quand il parle, quand il disons, fait des applications de ces modèles théoriques à la parole politique. Parce que, je vous en reparlerai en détail, mais Lakoff, à un moment donné, en particulier lorsque Obama a été élu, a été très impliqué dans la campagne électorale aux États-Unis et a vraiment estimé qu'on pouvait, avec une bonne connaissance de la linguistique cognitive, agir sur le cerveau des gens. Donc, quelqu'un comme Lakoff prétend, mais il n'a pas les preuves,
mais il prétend que on modifie les connexions cérébrales des personnes en utilisant le langage d'une certaine façon. Pour, par exemple, les inciter à voter X plutôt que Y. Donc il y a bien cet horizon neurologique qui lui-même, donc, comme je le disais il y a un instant, repose sur des arguments physiques, qui est un horizon. Mais les linguistes qui s'inscrivent dans le champ des linguistiques cognitives ne font pas eux-mêmes les travaux, n'ont pas de preuves neurologiques à part quand d'autres chercheurs qui appartiennent vraiment au champ des neurosciences s'emparent d'une hypothèse linguistique pour essayer de prouver qu'il y a une contrepartie au niveau cérébral. Et ça se développe de plus en plus, et on trouve des choses dans cet horizon-là. Alors, la deuxième, en résumé, l'idée du naturalisme véhiculé par les sciences cognitives, c'est l'idée que l'explication des phénomènes mentaux repose, in fine, sur des causalités naturelles. Ensuite, deuxième caractéristique, le fonctionnalisme. Bon, alors, je ne vais pas lire la citation en détail. Vous la lirez, parce que je vois que là, l'heure passe. L'idée du fonctionnalisme, c'est donc qu'on cherche à décrire l'architecture des phénomènes mentaux, indépendamment de leur support biologique. La troisième caractéristique, le représentationnalisme, je m'y arrête un tout petit peu plus parce que là, le concept de représentation est un concept important, peut-être qu'on j'aurai peut-être le temps d'y revenir. Donc, voyons le début de la citation. Le cognitivisme classique se base sur une théorie particulière du raisonnement, le computationnalisme, sur laquelle on reviendra, et sur une théorie particulière des états mentaux, la théorie représentationnelle. Pour cette dernière, être dans un état mental particulier, doué de la propriété d'intentionnalité, c'est-à-dire dirigé vers quelque chose, comme croire qu'il pleut, c'est simplement entretenir une certaine relation avec une représentation symbolique de l'objet de l'état. Dit autrement, croire, désirer, savoir ou encore craindre que P, P c'est une proposition quelconque, par exemple donc il pleut, c'est avoir une représentation propositionnelle de format sententiel, c'est-à-dire comme une proposition P, située dans sa boîte à croyance, à désir. Similairement, disposer d'un concept, c'est disposer d'une représentation mentale de ce même concept. Donc, indépendamment de l'idée développée dans la seconde partie de la citation, où donc il y aurait, disons, un substrat neurologique à ces représentations, ce concept de représentation, il est absolument central. Et c'est, si vous voulez, l'unité de base, un peu comme, je sais pas moi, il y a les atomes ou les molécules en chimie. Bon, la représentation, c'est vraiment l'unité de base de la science cognitive. Tout ce qui se manipule dans les sciences cognitives, ce qui va subir des processus, etc., ce sont des représentations. Alors, vous avez des représentations de but, des représentations de faits. On peut dire donc que le représentationnalisme, dans l'optique du représentationnalisme, eh bien, un état mental est considéré tout simplement comme une représentation. Vous voyez la réduction, c'est-à-dire que penser quelque chose, désirer quelque chose, en gros, ce sont les deux grands types, ou croire quelque chose. Croire pas au sens de la croyance religieuse, croire au sens on pense que cela est vrai. C'est-à-dire, si vous pensez qu'il pleut, vous croyez qu'il pleut. Enfin, vous avez, si vous pensez qu'il pleut, vous avez en vous la croyance qu'il pleut. D'accord ? C'est pour cette raison qu'on parle d'une proposition, X croit ou désire que P. C'est ça le format sententiel dont parlait Steiner dans la citation que j'ai commenté. Et donc,
les états mentaux qui peuvent sembler difficiles à construire comme objet, sont construits comme objet via ce concept de représentation. On peut décrire les représentations sous forme de propositions. X croit que P, X désire que P. Représentation de croyance ou représentation de fait pour les croyances et représentation de but pour les désirs. Bien, alors, pour terminer, un tout petit mot, mais je vous laisserai lire sur le computationnalisme. Et là encore, j'en ai parlé la semaine dernière, donc c'est simplement là l'idée que ces symboles ou ces représentations peuvent être manipulés selon un certain nombre de règles. Donc ce cognitivisme de ces années 50-60, on peut le caractériser comme un cognitivisme symbolique, computo-représentationnel, qui a donc ces caractéristiques-là. Et on verra dès la semaine prochaine que les linguistiques cognitives auxquelles on va s'intéresser se démarquent de ce cognitivisme-là. D'accord ? Donc, je l'ai expliqué pour que vous ayez ce point de départ historique, cet ancrage historique, mais on verra que les linguistiques cognitives sont en désaccord sur un certain nombre d'hypothèses développées par le paradigme classique, des sciences cognitives. Voilà, donc ce sera tout pour aujourd'hui et je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, vous pourrez les poser la semaine prochaine, bien sûr.